Si je vous dis la chose suivante, Marc est un homme, tous les hommes sont des chevaux, donc Marc est un cheval. Vous me direz sûrement que je dis complètement n'importe quoi et que je dis une succession de choses fausses. D'accord. Et si maintenant je vous dis la chose suivante, Arthur est un homme, toutes les vaches mangent de l'herbe, donc Arthur est vivant. Vous serez probablement encore plus décontenancé au point de me dire que là, c'est complètement n'importe quoi et qu'à la limite, la première fois, c'était pas complètement absurde. Vous direz sûrement que, bien que je ne dise que des choses vraies, je n'ai aucune raison de tirer les conclusions que je tire. Bref, que je fasse usage de ma raison n'importe comment. A l'inverse, vous vous direz peut-être que mon premier exemple n'était pas si absurde que ça, dans la mesure où, si vraiment je pense que Marc est un homme et que tous les hommes sont des chevaux, alors il est normal, il est raisonnable pour moi de penser que Marc est un cheval. En bref, dans ce premier cas, même si je dis des choses fausses, je raisonne correctement. Mon raisonnement est bon, malgré la fausseté de mes prémices. Il semble donc que pour raisonner, il y ait des règles à suivre, des choses à faire absolument et des choses à absolument éviter. Il y a des situations où des déductions sont possibles, comme dans mon premier cas, et des situations où aucune déduction n'est possible, comme en fait dans mon deuxième cas. Trouver ces règles, ces situations avantageuses, ces situations où on peut faire des déductions, c'est l'objet de la logique. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. La logique a toujours été très importante en philosophie, dans la mesure où, à partir de prémices vraies, elle permet de dire d'autres choses vraies. Et pour dire un maximum de choses vraies, il faut repérer un maximum de formes possibles du raisonnement. Puisque dans l'Antiquité, la logique était perçue comme un outil de la philosophie, ou comme une discipline à part entière, elle était très liée au langage naturel, celui dans lequel je vous parle. Ce qui a le plus marqué la logique dans l'Antiquité, c'est la théorie du syllogisme d'Aristote, que vous connaissez peut-être. Un syllogisme, c'est un raisonnement comme celui de mon premier exemple. Marc est un homme, tous les hommes sont des chevaux, donc Marc est un cheval. En fait, ce qui caractérise le syllogisme, c'est la forme de l'argument, pas son contenu. Tout argument de la forme A est un B, tous les B sont des C, donc A est un C, est un syllogisme. Il y a d'autres formes de syllogisme identifiées par Aristote, mais c'est globalement le même genre de choses. Pour Aristote, le syllogisme est la forme logique par excellence, c'est-à-dire que pour lui, toutes les déductions rigoureuses peuvent se ramener à une suite de syllogismes. En particulier, quand on fait des sciences, à chaque fois qu'on démontre quelque chose, on pourrait le faire, théoriquement, par une suite de syllogismes, selon lui. Donc, il n'y aurait pas à aller chercher plus loin. Alors bien sûr, dans la logique grecque, il n'y avait pas que la logique d'Aristote, et dans la logique dans le monde, il n'y avait pas que la logique grecque. Mais ce sur quoi tout le monde semblait être d'accord à l'époque, c'est que le problème de la logique consistait à répertorier toutes les formes possibles du raisonnement qui sont correctes, c'est-à-dire, si vous voulez, les syllogismes, et qu'il n'y aurait rien d'autre à faire. À cause de cette conception, la logique n'a que très peu évolué entre les premiers siècles de notre ère et le XVIIIe siècle. Ce qui l'a finalement amenée à se métamorphoser, c'est qu'elle était en un sens insatisfaisante, pour plusieurs raisons. Premièrement, la théorie du syllogisme d'Aristote ne semblait pas du tout couvrir tous les raisonnements possibles. Par exemple, si je vous dis « si tout homme est un animal, alors la tête d'un homme est la tête d'un animal ». Évidemment, c'est vrai, et pourtant, on ne peut pas exprimer cette idée avec les syllogismes d'Aristote. Et deuxièmement, elle semble un peu arbitraire, et on voudrait qu'elle soit un peu plus rigoureuse, un peu plus cadrée. Et si aujourd'hui, encore beaucoup de chercheurs et de chercheuses travaillent sur la logique, ce n'est pas pour prêter allégeance à la théorie d'Aristote ou pour trouver de meilleurs syllogismes. Non. C'est parce qu'il s'est passé entre-temps énormément de choses très intéressantes apportées par justement la discipline qui se veut rigueur absolue, les mathématiques. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter. George Boole est un logicien, mathématicien et philosophe britannique qui a vécu de 1815 à 1864. À cette époque, il y a un regain d'intérêt pour la logique pour répondre à la question suivante. Est-ce que la connaissance humaine est plutôt fondée sur la logique ou sur les mathématiques, qui déjà à l'époque représentaient un idéal de rigueur? Dès le début de son premier ouvrage fondateur,
Analyse mathématique de la logique, il explique que la logique n'a rien à voir avec la philosophie et qu'il faut plutôt l'associer aux mathématiques. C'est une idée complètement nouvelle à l'époque. Voici comment il la justifie. Ceux qui sont au fait de l'état actuel de l'algèbre symbolique sont conscients que la validité des processus d'analyse ne dépend pas de l'interprétation des symboles qui sont employés, mais seulement des lois de leur combinaison. En fait, ce qu'il veut nous montrer, c'est que nous raisonnons conformément aux lois de l'algèbre. Ce qu'il nous explique, c'est que lorsqu'on se donne des symboles algébriques, disons x, y, et que l'on asserte quelque chose concernant ces symboles, comme par exemple x plus y le tout au carré égale x carré plus 2y plus y carré, on ne s'occupe jamais de la valeur de ces symboles, mais seulement de leur loi d'interaction. Ici, par exemple, pour montrer cette formule, on n'a nullement besoin de mentionner que x et y sont des nombres. D'ailleurs, il n'est pas obligatoire qu'ils en soient. On a simplement besoin de savoir que les opérations plus et fois interagissent de certaines manières. Il voit dans la logique le même genre de comportement. Dans le syllogisme A est un B, tous les B sont des C, donc A est un C, on n'a nullement besoin de savoir ce que valent A, B et C pour assurer que c'est un raisonnement valide. Boole reconnaît dans la logique sa pratique de l'algèbre, une succession de calculs formels dont la valeur des variables n'est interprétée qu'a posteriori. Il est en fait convaincu que toutes les opérations de la pensée raisonnée, tous les raisonnements, peuvent se limiter à des symboles de variables, x, y, des opérations, disons plus, fois, et le symbole égal. Pour lui, un symbole représente une classe d'objets. Par exemple, M pour les moutons, ou B pour blanc. Et alors, M fois B sera la classe des moutons qui sont blancs. Et M plus B est la classe des moutons et des choses blanches. Plus et fois sont soumises à certaines règles qui traduisent les règles de notre pensée. Par exemple, on a M fois B égale B fois M, qui traduit le fait que les moutons blancs sont les blancs moutons, et d'autres règles similaires. Par exemple, voici un syllogisme classique. 1. Aucun dieu n'est mortel. 2. Tous les hommes sont mortels. Donc 3. Aucun dieu n'est un homme. Traduisons les deux prémices dans le formalisme de Boole. Pour 1, on a d fois m égale 0. Pour 2, h fois 1 moins m égale 0. Vous pouvez essayer, chez vous, si vous voulez, de conclure ce syllogisme grâce à un calcul algébrique. Voici comment faire. On multiplie la première prémisse par h, cela donne h dm égale 0. On multiplie la seconde prémisse par d, cela donne dh fois 1 moins m égale 0. Et on somme ces deux égalités pour obtenir h fois d égale 0. Autrement dit, aucun dieu n'est un homme. Voilà. Ce qui est très fort avec ce qu'on vient de faire, c'est qu'on n'a pas eu besoin de faire appel au bon sens ou à l'évidence pour justifier ce qu'on faisait. C'est comme si, en déroulant des règles de calcul formelles, bêtement, l'algèbre avait raisonné à notre place. Vous pourriez vous dire que ce n'est qu'une fantaisie de mathématicien de tout vouloir mettre en symbole et que, pour peu qu'on soit un tant soit peu convaincu de la validité du syllogisme, on n'a pas besoin de faire tout ça. Et vous auriez raison sur cet exemple précis. Mais imaginez qu'il y avait 6 variables au lieu de 3. Alors comment on aurait fait? Probablement que le calcul algébrique aurait été très utile, en fait. Il y a encore plein d'intérêts de la logique booléenne que je ne vais pas développer puisqu'il concerne plutôt la logique des propositions et pas celle des classes. Je pense que vous avez compris globalement l'esprit. Ensuite, Boole, en voulant développer sa théorie, s'est confronté à plus de différences entre la logique et l'algèbre et il a dû inclure d'autres symboles à sa théorie qui ont beaucoup nui à son propos et il s'est lui-même détourné de la logique puisqu'il trouvait qu'il y avait trop de différences avec l'algèbre. Il faut réaliser que, pour l'époque, le geste de Boole est révolutionnaire et aura des conséquences fulgurantes sur l'informatique, par exemple, parce que sa théorie modélise parfaitement le passage du courant dans un circuit de transistor. Mais bon, ce n'est pas notre sujet. A l'inverse, la logique est sur le point de tourner la page booléenne. Alors pourquoi? Puisque ça avait l'air pas mal pourtant ce qu'il faisait. Parce qu'en fait, ce que propose Boole, ce n'est pas une nouvelle logique, c'est
un instrument algébrique pour conforter la logique qui existait déjà. Et dans cette deuxième moitié du XIXe siècle, en Allemagne, il se passe quelque chose de beaucoup plus important que de dire avec des formules que Socrate est mortel ou que Marc est vivant. Ce qui est en train de se préparer, c'est une deuxième révolution de la logique. Mais alors, qu'est-ce qui se passe de si important pour encore vouloir tout changer? Il se passe qu'à l'époque, chez les mathématiciens, ça bosse dur. Ils prouvent des trucs, beaucoup de trucs, peut-être même un peu trop de trucs. En fait, ils prouvent même des choses qui ont l'air complètement fausses. Par exemple, lui, il était là pour vous expliquer que si vous prenez une droite et un point, parfois, vous pouvez faire une infinité de parallèles qui passent par le point. Les arcs que vous voyez sont justement des droites en géométrie hyperbolique. Et lui, il expliquait à qui voulait bien l'entendre qu'il y avait infini et infini, des infinis plus petits, des infinis plus grands. Bah oui, regarde, ça se voit, quand tu prends un segment, il a une infinité de points, mais ça se voit qu'il en a beaucoup moins que ce carré, par exemple. Ah mais non, parce qu'il y avait lui, ou lui, pour vous expliquer que même si votre crayon a une mine infiniment fine, vous pouvez colorier complètement le carré en faisant un seul trait. Donc ces deux infinités-là sont les mêmes. Ça a l'air infiniment faux. Alors les mathématiciens et les mathématiciennes se sont arrêtés quelques secondes, ils ont fait une réunion, et ils se sont demandé, est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi? Et globalement, le sentiment c'était, bah oui, je sais pas, peut-être pas tant que ça, hein, ouais. T'en penses quoi, toi, Gottlob? Voilà. C'est ça le contexte dans lequel arrive notre protagoniste principal, Frege. Un grand doute, l'idée que la discipline la plus formelle, l'idéal de rigueur, les mathématiques, puisse parfois prouver des choses fausses. Pour l'imaginer, réfléchissez à comment vous concevez les maths aujourd'hui. On dit souvent que c'est un idéal de rigueur, et quand on dit les mathématiques montrent que, en général, on veut dire c'est vrai. Et même lorsque les mathématiciens et mathématiciennes montrent quelque chose, personne ne leur conteste, si? Eh bien, à l'époque, c'était pareil. Et la question terrible qui résulte de tout ça, c'est si même la discipline qui fait le plus attention à ne pas dire de choses fausses, qui prend le plus de précautions, dit quand même parfois des choses qui s'avèrent être fausses, est-on même capable de dire quelque chose de vrai assurément? L'enjeu, c'est donc de justifier sa foi en les mathématiques autrement qu'en disant que c'est une évidence, pour justement retrouver confiance en ces résultats qui ne sont pas des évidences. Et à l'époque, l'idée de Frege et de certains de ses contemporains, c'est que la seule discipline qui puisse prétendre à être encore plus fondamentale, encore plus primitive, encore plus naturelle que les mathématiques, c'est la logique. Leur croyance, qu'on appelle le logicisme, consiste à dire qu'on peut retrouver toutes les mathématiques avec seulement des axiomes logiques. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas besoin d'axiomes du genre « en tout point passe une unique droite parallèle à une autre », mais seulement de certains axiomes du genre « deux ensembles sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes éléments », et de certaines règles d'inférence basiques qui permettent de faire des déductions. Il faut bien comprendre que le calcul logique de Boole ne permet pas de mener à bien ce projet parce que ce n'est pas une logique. Le calcul logique de Boole utilise les mathématiques pour justifier des calculs logiques élémentaires, alors que nous, on cherche à utiliser la logique pour refonder les mathématiques. Donc, Frege va se trouver contraint de définir une nouvelle logique et il va créer pour ça un nouveau système qu'il appelle l'idéographie. Voici en quelques lignes en quoi ça consiste. Premièrement, se défaire complètement du langage naturel et de ses ambiguïtés intrinsèques. Pour ça, les concepts deviennent des fonctions au sens mathématique du terme. Les objets deviennent des arguments pour ces fonctions. Et les propositions sont donc des évaluations de fonctions en des arguments. Par exemple, dénotons le concept bleu par la fonction b, l'objet ciel par le symbole c. Alors b de c est la proposition le ciel est bleu. Deuxièmement,
la notion d'ensemble. Il postule que lorsqu'on dispose d'un concept, par exemple B, on peut considérer son extension, c'est-à-dire tous les objets qui tombent sous ce concept. Par exemple, l'ensemble des x tels que B de x est l'ensemble des objets bleus. Troisièmement, à partir de la notion d'ensemble, définir tous les objets mathématiques. Par exemple, dire que 0 c'est l'ensemble qui ne contient rien, 1 l'ensemble qui ne contient que 0, 2 l'ensemble qui contient 0 et 1, etc. Il a aussi énoncé certaines règles basiques de déduction et créé un système de notation pour rendre compte des étapes d'un raisonnement, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus ici. En fait, tout ramener à la notion d'ensemble, c'est une idée géniale, parce que pour peu que vous acceptiez la théorie des ensembles de Frege, qui franchement est une succession d'évidences, vous avez un fondement solide pour toutes les mathématiques. Une succession d'évidences, et pourtant, une des choses importantes de la théorie des ensembles de Frege, c'est qu'il suffit que vous trouviez une propriété, disons P de x, par exemple, être bleu, et alors vous pouvez faire la collection de tous les x qui vérifient cette propriété, et hop, vous avez un ensemble. Voici quelques exemples d'ensembles frégéens. L'ensemble des x, tel que x vérifie l'équation x carré plus x plus 1 égale 0. Ou alors l'ensemble des x, tel que x est un nombre rationnel, c'est-à-dire une fraction. Ou encore l'ensemble des x, tel que x est un cercle dans le plan. Un jour, Frege va recevoir une lettre du logicien anglais Russell. Dans sa lettre, Russell explique qu'il est très admiratif de l'œuvre de Frege, mais qu'il rencontre un problème dans sa théorie. Ce qu'il s'apprête à lui présenter, c'est ce qu'on connaît toujours sous le nom de paradoxe de Russell. Il faut d'abord remarquer qu'on peut classer les ensembles en deux parties. D'un côté, ceux qui s'appartiennent à eux-mêmes, comme par exemple l'ensemble E des x tel que x n'est pas un triangle, et les autres qui forment l'ensemble suivant, R. Et la question qui tue, l'ensemble R est-il ou non un élément de lui-même? A-t-on R appartient à R? Si oui, alors R vérifie la condition qui le définit, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à lui-même. Et sinon, c'est que R ne vérifie pas la condition qui le définit, et alors R est un élément de lui-même. Paradoxe. Bon alors, qu'est-ce que ce paradoxe révèle? Il révèle que la notion primitive d'ensemble n'est pas correcte. Il faudrait l'ajuster. Plus précisément, le problème c'est que la notion d'ensemble est trop permissive. C'est-à-dire que c'est trop facile pour une collection d'objets d'être un ensemble. Il faut contrôler la production d'ensemble, la calmer. Et ça, Russell l'a bien compris. Et il va essayer de régler le problème dans ce qu'il va appeler la théorie des types. Dans l'idée, c'est très simple. On peut dire par exemple qu'un individu, moi par exemple, est de type 0. Qu'une ville, c'est un ensemble d'individus, donc c'est de type 1. Qu'un département, c'est un ensemble de villes, donc un ensemble d'ensembles d'individus, donc c'est de type 2. Qu'une région, c'est un ensemble de départements, donc c'est de type 3, etc. C'est exactement cette idée qu'il développe dans ses ouvrages en attribuant à chaque objet mathématique son type. Là où ça contourne le problème, c'est que pour la même raison que vous ne vous poserez jamais la question « Lyon est-elle une ville de Paris ?» Ça n'a aucun sens, vous me direz. Russell explique que ça n'a aucun sens de se poser la question de si X appartient à Y ou non lorsque X et Y ont même type. Donc, dans la théorie de Russell, le paradoxe de Russell n'a pas lieu parce qu'on ne peut même pas construire l'ensemble R. Sa définition n'a pas de sens. Bien sûr, la théorie des types est plus complexe que ça et a d'autres avantages, mais ce serait trop long à expliquer. Ce qui est sûr, c'est que la théorie de Russell est une superbe réussite. Il a réussi à adapter la théorie des ensembles de Frege en une théorie sans paradoxe. Il garde quand même quelques réserves. Premièrement, sur certains axiomes. Par exemple, l'axiome de l'infini qui stipule qu'il y a une infinité de choses dans le monde qui ne va pas forcément de soi. Deuxièmement, sur le fait qu'en étant plus restrictive, sa théorie permet moins de généralité. Et troisièmement, sur le plan philosophique,
il n'a pas vraiment réussi à déterminer quel est ce genre d'entité auquel on peut attribuer une valeur de vérité. Comment les reconnaître? Quelle sorte d'entité est-ce? Pour ces raisons, les logiciens vont essayer d'améliorer un petit peu la théorie des types de Russell, et c'est ce qui va donner naissance à la théorie des ensembles. Entre 1908 et 1922, Zermelo et Fraenkel mettent au point une théorie, c'est-à-dire une liste d'axiomes, de principes, pour refonder les mathématiques, exactement comme Russell, mais en un peu mieux. C'est une théorie axiomatique, donc, possédant 10 axiomes, dont voici une explication informelle. Il existe un ensemble. Deux ensembles sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes éléments. La paire de deux ensembles est un ensemble. On peut fusionner des ensembles tant qu'on ne fusionne pas trop d'un coup. La collection des sous-ensembles d'un ensemble forme un ensemble. Lorsqu'on sélectionne dans un ensemble les éléments qui vérifient une certaine propriété, ça reste un ensemble. Il existe un ensemble infini. Si on a un ensemble et qu'on applique une certaine fonction à tous ces éléments, ça reste un ensemble. Cet axiome implique qu'un ensemble ne peut pas se contenir comme élément. Pour simplifier, on peut dire que c'est la capacité d'expliciter des choix infinis. Étant donné une infinité de paires de chaussures, je peux expliquer comment en choisir une dans chaque paire, en disant toujours la chaussure gauche. Mais étant donné une infinité de paires de chaussettes indistinguables, je ne sais pas comment le faire. Mais justement, l'axiome du choix me dit que c'est possible. Voilà. Aujourd'hui, tous les mathématiciens et mathématiciennes font des maths dans ce contexte. C'est-à-dire que tout ce qu'on sait en mathématiques aujourd'hui peut être retrouvé à partir de ces 10 axiomes et de quelques règles d'inférence élémentaires que je ne détaillerai pas. Il y a encore quelques débats pour dire si, oui ou non, il faut enlever certains axiomes de la liste, comme l'axiome du choix, ou en ajouter d'autres, les axiomes de grands cardinaux. Mais globalement, l'écrasante majorité de la communauté mathématique est d'accord pour dire que c'est cette liste-là qui est la bonne. Un peu avant tout ça, le mathématicien et logicien Hilbert a introduit le questionnement suivant. Il a remarqué que sur d'autres systèmes logiques, il était parfois possible de trouver un algorithme, disons une machine, tel que lorsqu'on lui donne une assertion mathématique, cette machine est capable de vous dire, après un temps de calcul plus ou moins long, si cette assertion est vraie ou fausse. Et il était convaincu qu'on pouvait trouver un autre algorithme pour d'autres systèmes logiques plus compliqués. En particulier, la question se pose pour la liste d'axiomes que je viens de vous donner, ZFC. Dit en des termes plus modernes, un ordinateur pourra-t-il être un jour omniscient en mathématiques? Alors en fait, la réponse a déjà été donnée. Elle a été il y a près d'un siècle par l'un des plus grands noms de la logique du XXe siècle, Kurt Gödel. Il a énoncé un théorème, on dit parfois métathéorème, qui dit la chose suivante. Toute théorie cohérente, récursivement axiomatisable, qui contient un modèle de l'arithmétique, est incomplète. Sachant qu'on peut montrer que ZFC est récursivement axiomatisable et contient un modèle de l'arithmétique, voici une traduction de ce qu'il faut comprendre. Les mathématiques sont soit incohérentes, c'est-à-dire contiennent une contradiction, soit incomplètes, c'est-à-dire il existe au moins un énoncé dont il est impossible de prouver qu'il est vrai ou faux. C'est sûrement le plus grand coup de massue qui ait jamais été asséné aux mathématiques. Je reformule. À supposer qu'il n'y ait pas de contradiction interne aux mathématiques, ce qu'on espère vraiment, on sait pour sûr qu'il y a au moins un énoncé dont on ne peut pas savoir s'il est vrai ou faux. Mais il faut bien comprendre que depuis toujours, les gens, en particulier les mathématiciens et mathématiciennes, pensent que les mathématiques sont le chemin vers la connaissance de tout l'univers, la réponse à toutes les questions, en particulier lorsqu'on voit ses applications à la physique ou à l'informatique. Et ce que dit ce théorème, en substance, c'est que non, ce n'est pas le cas.
on sait qu'il y a des questions auxquelles on ne pourra jamais répondre. Alors c'est une déception terrible, mais longtemps, on a pensé que ce n'était pas si grave, puisqu'on pensait que ces fameuses questions auxquelles on n'aurait jamais la réponse n'étaient que des bizarreries logiques qu'on ne rencontrerait jamais dans notre pratique des mathématiques. Mais en fait, non, on rencontre effectivement ce genre de questions. Il y a des questions dont on aimerait vraiment connaître la réponse et dont on sait qu'on ne pourra jamais la connaître. L'exemple le plus célèbre et le plus simple, c'est celui de l'hypothèse du continu. Imaginez l'ensemble des entiers naturels. Il est infini. Imaginez maintenant l'ensemble des nombres réels, R, c'est-à-dire tous les nombres à virgule, positifs ou négatifs, comme 0, 1, 851 sur 472, mais aussi des nombres que l'on ne peut même pas écrire comme des fractions, comme par exemple pi. On peut montrer que la taille de R est strictement plus grande que celle de n, ce qui veut dire qu'il est impossible de numéroter tous les éléments de R par des entiers, même en une infinité de temps. La question qui tue, c'est est-ce qu'il existe un ensemble intermédiaire, c'est-à-dire qui ne puisse pas être numéroté par des entiers, mais tel que cet ensemble ne fournisse pas assez d'étiquettes non plus pour étiqueter R? Eh bien, on ne sait pas. L'hypothèse du continu, c'est la réponse non à cette question. Et dans la communauté mathématique, on a plutôt tendance à croire en cette hypothèse parce que, dans les faits, on n'a jamais trouvé d'ensemble intermédiaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. En fait, la situation est pire que de ne pas savoir. On sait qu'on ne saura jamais. On sait que l'hypothèse du continu est indécidable dans ZFC. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'avoue vaincu? Pour être honnête, c'est pas tous les jours qu'on ressent le besoin de savoir si l'hypothèse du continu est vraie ou fausse. En fait, la plupart des mathématiciens et mathématiciennes ne rencontrent jamais l'hypothèse du continu dans leur travail. Donc, une petite partie de la communauté mathématique en a quelque chose à faire de savoir si l'hypothèse du continu est vraie ou fausse. Pour les intéressés, une approche est la suivante. Si ZFC n'est pas capable de décider pour l'hypothèse du continu, c'est que Zermelo et Frankel ont oublié des axiomes. Et donc pour ces gens, un des défis de la logique moderne, c'est de justement trouver ces axiomes oubliés pour que la théorie augmentée puisse résoudre plus de questions. En fait, c'est le travail de Gödel qui a subdivisé la logique telle qu'elle est aujourd'hui. La théorie des ensembles, la théorie des modèles, la théorie de la démonstration et la théorie de la calculabilité. Et chaque domaine a une approche fondamentalement différente et intéressante. Mais ça, c'est pour une autre histoire.